Pierre Boutière et vous êtes aujourd'hui pour le magazine Sur le plateau. Donc dans l'émission d'aujourd'hui, Émile Leboeuf nous parlera de la Copa América de 2024 de soccer. Mathis Trahan nous parlera lui d'un musicien combattant. Mathis Latour nous parlera de la saison de Jonathan Sénécal. Et nous débutons tout de suite avec Dominique Pouliot qui nous parlera de l'avenir des jeunes femmes au hockey sur glace. Donc bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Donc pour commencer, tu t'es entretenu avec une jeune joueuse de hockey, peux-tu nous la présenter? Oui, je me suis entretenu avec Alexia Mascotte, une jeune femme de 16 ans qui joue au hockey pour les Gaulois de Saint-Lin. Elle m'a parlé un petit peu de son histoire en tant que joueuse de hockey, des défis qu'elle a dû rencontrer. D'accord. Donc pourrais-tu me donner un exemple de défi auquel elle a fait face? Par exemple, l'année dernière, en février, au tournoi midget de la TUC, il y a un joueur d'une autre équipe qui lui a donné un coup de bâton directement dans l'entrejambe. À la suite de ça, Alexia, étant une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle a confronté le joueur. Il y a eu une petite altercation. À la fin de tout ça, elle a été suspendue. 2 matchs, elle trouve ça assez injuste. D'accord. Et donc est-ce que son agresseur a été suspendu, lui? Non, justement, lui, il n'a pas été suspendu. Alexia me racontait justement qu'elle trouve sa suspension de 2 matchs méritée dans les circonstances, mais en plus du coup et de l'altercation, le joueur lui aurait lancé un commentaire qui suggérait qu'elle allait l'agresser sexuellement. C'est ça qui la révolte vraiment dans la situation, là. D'accord. C'est normal. Donc, mais y a-t-il une raison de ne pas l'avoir suspendu, ce joueur? Dans le fond, un petit peu après le match, Alexia a demandé aux arbitres pourquoi est-ce qu'il n'a pas été suspendu. L'arbitre lui a expliqué qu'il n'y avait pas de code de pénalité pour coup de bâton dans l'entrejambe, mais donc il lui a donné tout simplement un coup de bâton, dans le fond, dardé, mais il aurait pu lui donner un code un code autre qui aurait plus rapport avec ça, et ça lui aurait permis de suspendre le joueur, mais il aurait fallu qu'il remplisse des rapports, et selon Alexia, l'arbitre, c'était simplement de la paresse. Donc, ça lui tentait juste pas. D'accord. C'est juste l'arbitre qui n'a pas souhaité, par paresse, sanctionner. Exactement. Elle dit que probablement, ça aurait été un joueur homme, il y aurait été. D'accord. Merci Dominique. Bonjour Mathis. Bonjour. Donc vous allez nous parler de la saison de Jonathan Sénécal. Oui. Donc comment Jonathan Sénécal a-t-il amené les Carabins à ce niveau? Tu sais, Jonathan Sénécal, c'est un gars qui travaille beaucoup, puis que, tu sais, il amène ses coéquipiers à travailler, puis à plus se donner encore pour être meilleur. Tu sais, c'est un gars que, pendant la saison, il allait pratiquer avec la défense pour qu'il s'améliore, puis avec son talent, il a vraiment amené son équipe à un autre niveau. D'accord. Et donc comment se démarque-t-il des autres? C'est un gars qui est vraiment travaillant, genre... Plusieurs personnes peuvent s'entraîner toute la journée puis réussir, mais lui, il s'entraîne sans arrêter. Il n'y a pas une journée, il ne va pas s'entraîner, juste des bonnes notes de ses entraîneurs, fait que ça l'aide beaucoup. D'accord. Et pourquoi dit-on que Jonathan Sénécal est un quart générationnel? Tout ça a amené à son début au collège. Il jouait au collège de Grasset. C'était un joueur qui était dans une équipe médiocre qui s'en allait baisser de division puis qui a réussi à monter son équipe tout seul, sans personne. Partout où il a joué, il a réussi à monter son équipe. Il jouait en NCAA aux États-Unis. D'accord. Et il jouait au collège du Connecticut. L'équipe était pas très bonne. Puis il a réussi à les mener. Puis après, il a fait son retour avec les Carabins, que les Carabins étaient en difficulté, qui se battaient contre McGill pour une place en séries éliminatoires. Puis il a vraiment réussi à les amener. Cette année, ils ont gagné la Coupe Vanier, justement. Il a propulsé cette équipe. Fait que c'est pour ça qu'on le considère comme un talent générationnel, parce qu'il peut jouer partout puis rendre l'équipe bonne. D'accord. Et donc, quelle a été la réaction de son équipe face à leur seule défaite de la saison? Oui, la seule défaite, c'est contre Concordia. Il m'a avoué que la défaite ne les a pas plu, mais c'était plutôt stratégique à cause que, grâce à ça, ils n'ont pas divulgué toutes leurs nouvelles tactiques pour les séries éliminatoires. Puis, ils n'ont pas fait jouer leur effectif complet, fait que c'était compréhensible. D'accord. Merci Mathis. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Donc tu vas nous présenter la place du taekwondo aux Jeux Olympiques. Commençons. Quand ont lieu les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques auront lieu à Paris, en France, en juillet 2024. D'accord. Et donc avec qui t'es-tu entretenu pour ce sujet? Je me suis entretenu avec Michel Labonté. Michel Labonté, c'est une personne qui a donné des cours de taekwondo dans le petit village que je vivais qui s'appelle Saint-Chrysostome.
C'est un ancien 9 fois champion du monde de taekwondo et il a aussi entraîné l'équipe Canada de taekwondo au championnat du monde dans les années 80. D'accord. Et donc, qu'est-ce que le taekwondo Le taekwondo, contrairement à tous les sports tous les sports de combat comme le kickboxing, le MMA ou le karaté, c'est pas où c'est que tu peux presque tout utiliser. Par exemple, le kickboxing puis le karaté, tu peux utiliser les bras, les jambes. Le MMA, tu peux aussi utiliser la lutte. Le taekwondo, tu peux seulement utiliser les jambes autant pour attaquer que pour défendre. D'accord. Et donc, pourquoi le taekwondo est-il en danger aux Jeux Olympiques? Premièrement, parce que les codes d'écoute sont en baisse à chaque édition, c'est-à-dire que cette année, en 2024, ça va être la 7e édition où le taekwondo est au jeu. Et depuis la première fois qu'ils sont arrivés, les codes d'écoute baissent à chaque année vraiment drastiquement. D'accord. Et donc, est-ce que c'est un problème marketing peut-être qui est mis en cause? Non, c'est pas vraiment un problème marketing parce que on peut amener peu importe n'importe quel marketing sur un sport. Si le sport n'est pas vraiment écouté, on peut mettre du marketing sur le water polo, que tous ceux qui ne vont pas se sentir intégrés par le sport ou ne vont pas vraiment avoir envie de le regarder, ne vont pas vraiment vouloir être intéressés au fait. Ça ne va pas vraiment amener plus de codes d'écoute. D'accord, il faut qu'ils soient concernés, les gens. Oui, mais dans le fond, c'est ceux que ça intéresse qui vont vouloir plus regarder. D'accord. Merci Frédéric. Bonjour Mathis. Bonjour Pierre. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un athlète musicien, un combattant musicien. Oui, c'est ça, je vais parler bien aujourd'hui de Danny Armstrong. D'accord. Donc qu'est-ce qui l'a poussé à commencer les sports de combat? Au début, c'était pas par pur plaisir. C'était pour s'en sortir parce que M. Armstrong a subi de l'intimidation au primaire et qu'il voulait apprendre à se défendre parce que tout simplement, il m'a dit que c'était pour sa survie au départ. Mais par la suite, il a continué juste par passion. Donc parle-nous des sports de combat qu'il a entrepris dans sa carrière. Il a fait du karaté. Il a ensuite fait du jiu-jitsu brésilien et du Yosekan Budo. Puis, il a notamment remporté la médaille d'or en Yosekan Budo au championnat mondial canadien. D'accord. Donc quelle est là où les plus grandes fiertés de M. Armstrong? M. Armstrong a ouvert son école de combat il y a de ça 7 ans. Son école a été ouverte pendant 7 ans. On y enseignait le karaté, le Yosekan Budo, puis le jiu-jitsu brésilien. Et lui a été un des coachs formateurs et un des fondateurs de cette bâtisse-là. Puis aussi, il est fier d'avoir remporté des médailles dans tous ses domaines, que ce soit le karaté, le jiu-jitsu brésilien. Il a remporté vraiment tout. D'accord. Donc pour revenir aussi à la musique, à quel âge a-t-il commencé la musique? Il a commencé la musique très tôt, je vous dirais. Il a commencé avec le groupe de son père qui se nommait les All Stars. Il était âgé de seulement 4 ans quand il chantait vraiment avec ses parents. Puis c'est ça. Et est-ce qu'il a fait des collaborations ou des projets musicaux? Oui, il a fait des chansons solo comme Ça me met en Christmas, mais il a notamment fait aussi des collaborations avec Cirque Pathétique. D'accord, merci beaucoup Mathis. Bonjour Émile. Bonjour Pierre. Donc vous allez nous parler de la prochaine Copa América. Qu'est-ce que la Copa América? Donc globalement, la Copa América, c'est un tournoi de soccer initialement sud-américain qui se déroule à tous les 4 ans, soit la dernière édition qui était en 2020, la précédente en 2016 et la prochaine aura lieu en 2024. Et donc qu'est-ce qui différencie la prochaine édition de la précédente? Donc comparativement à la dernière édition, la Copa América 2024 comportera 6 équipes de plus de la CONCACAF, c'est-à-dire le groupe qui comporte les équipes d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Et le tournoi aura lieu aux États-Unis, à l'instar des autres éditions qui ont tous eu lieu en Amérique du Sud. Et donc, savons-nous déjà dans quelle ville se dérouleront les matchs? Oui, nous savons seulement l'ouverture et la finale du tournoi. Donc, l'ouverture se déroulera à Atlanta et la finale se déroulera à Miami. Le reste des matchs, nous n'avons aucune idée encore où ils se dérouleront. Donc, il y a certains Sud-Américains qui sont en désaccord avec cette édition du tournoi. Pourquoi ça? Oui, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Matheus Borges, un Brésilien de souche, qui, lui, dit que c'est un peu un vol culturel de faire la Copa América aux États-Unis au lieu de la faire en Amérique du Sud, parce qu'à la base, c'est un tournoi purement sud-américain. Donc, certains considèrent que c'est vraiment un vol culturel et que c'est purement économique et non en termes de soccer.
D'accord. Et donc, quels pays peuvent aspirer au titre Donc, si on se fie aux dernières éditions, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay sont fortement les pays à considérer pour le titre. Ils ont des effectifs qui sont plutôt complets et qui ont un très haut niveau. D'accord. Et donc, quels seront les effets post-événement concernant l'économie? Donc, l'événement apportera beaucoup de bien à l'économie américaine qui est déjà très haute. Les partenariats ainsi que les sponsors qui pourront aider le tournoi vont grandement augmenter à la suite du tournoi. D'accord, merci Émile. Donc c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous nos journalistes. Donc merci à Dominique Pouliot, Mathis Trahan, Mathis Latour, Frédéric Saint-Jean et à Émile Leboeuf d'être venus. Et merci à vous de nous avoir suivis pour notre émission Sur le plateau. C'était Pierre Bister. Bonne journée à vous.